Il a 19 ans, c'est Hugo, et sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte, il a décidé de réinventer l'actualité pour la rendre abordable à tous. Alors, la puissance nucléaire de la Corée du Nord, l'actualité en Syrie, Monsanto, le traité transatlantique ou encore le Brexit, eh ben, il a comme défi de résumer tout ça en 5 minutes. Depuis quelques mois, l'aventure s'accélère pour lui. Hugo devient le premier YouTuber à interviewer tous les candidats à la présidentielle. Je vous propose de l'accueillir. Bonsoir. Hugo, tu as lancé ta chaîne, comme je le disais, en 2015, décembre 2015, ça fait quasi un an. Depuis un an, 115 000 abonnés, c'est quand même pas mal pour de l'actu pure et dure. Plusieurs dizaines de vidéos plus tard, et puis un an surtout. Est-ce que le pari est réussi selon toi ? Je pense que, alors je sais pas si c'est à moi de dire ça, mais moi, à mon avis, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, le pari est réussi dans le sens où j'arrive à toucher l'audience que je visais en lançant ma chaîne, à savoir des jeunes d'abord, particulièrement des lycéens et des étudiants qui s'intéressent pas forcément à l'actualité, mais qui justement sont sur YouTube et cherchent à s'intéresser à ça parce qu'ils sont curieux et que là, dans le cadre, nous en France, de l'élection présidentielle, il se passe beaucoup de choses. Et voilà, là en l'occurrence, alors après 115 000 abonnés par rapport à des YouTubeurs humoristiques notamment qui en ont des millions, c'est pas énorme, mais en un an, c'est très bien. Et puis surtout, c'est un créneau qui est nouveau, qui doit encore s'inventer, qui doit encore se construire. Donc ouais, j'espère que dans les semaines et dans les mois à venir, ça va se développer, quoi. Est-ce que tu as lancé ce type de vidéo-là parce que tu étais toi-même déçu? Oui, c'est toi derrière. Joli, ça va, ok. Parce que tu étais toi-même déçu peut-être du traitement de l'info par des médias plus traditionnels. Ouais. Alors moi honnêtement, je suis passionné d'actualité, de politique depuis très longtemps, donc moi finalement je consulte des médias assez traditionnels, même si je suis très actif sur les réseaux sociaux, que je suis finalement beaucoup l'actualité sur Twitter, je suis abonné au Monde, je consulte des médias qui sont finalement très traditionnels, mais je voyais notamment ma sœur qui avait, quand j'ai lancé ma chaîne, 15 ans, 14 ans, qui ne lit pas, qui ne lit pas en tout cas des journaux comme Le Monde, qui ne regarde pas la plupart des jeunes au final. Exactement. Et partant de ce constat, voilà, moi je me disais qu'il fallait pas abandonner l'actualité pour les jeunes, parce qu'encore une fois, moi je pense que, encore une fois spécifiquement dans le cadre des présidentielles, mais même de façon plus générale, il y a une curiosité, il peut y avoir un intérêt pour la politique, sans que ce soit un amour de la politique. Moi, mon objectif, c'est pas que les jeunes aiment les politiques qu'on a en France aujourd'hui, mais simplement qu'ils aient un intérêt et qu'ils s'intéressent à tout ça. Et donc à partir de là, il fallait construire un format qui parle aux jeunes. Donc forcément, quand on veut faire de la vidéo, on va sur YouTube, on va pas sur autre chose, Dailymotion ou je sais pas quoi, et on fait un format qui reprend les codes de YouTube. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec un format en 5 minutes. Un fait d'actualité, un truc assez rythmé avec des cuts, etc. Des ajouts de texte pour expliquer les trucs, et voilà. Je propose qu'on regarde peut-être un petit extrait, si c'est possible, d'une vidéo, je crois que c'est sur la Corée du Nord. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler menaces nucléaires. Le 9 septembre dernier, la Corée du Nord procédait ainsi à un nouvel essai nucléaire et défiait le reste du monde. Mais la Corée du Nord dispose-t-elle réellement de l'arme nucléaire et pourquoi l'enjeu est-il si important? C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui. Première question, plutôt simple pour commencer, qu'est-ce qu'un essai nucléaire? Un essai nucléaire, c'est l'explosion d'une bombe à des fins expérimentales. Cette explosion, elle peut se faire sous terre, sous l'eau, dans l'atmosphère ou même au-delà. En 11 ans, depuis 2006, la Corée du Nord dit avoir procédé à 5 essais nucléaires. Alors, la Corée du Nord dispose-t-elle pour autant de l'arme nucléaire? Eh bien, ce n'est pas si simple que cela. En effet, ils sont capables d'effectuer une explosion nucléaire, mais pour disposer à proprement parler d'une arme nucléaire, ils doivent être en mesure d'intégrer correctement une bombe nucléaire à un missile. La Corée du Nord n'y est pas encore totalement arrivée et les ingénieurs nord-coréens travaillent encore à la combinaison d'une bombe nucléaire à un missile de longue portée et de précision. On a vu, ici c'était un petit extrait d'une minute, en général tes vidéos font 5 minutes. Est-ce que pour toi c'est assez de résumer un fait d'actualité en 5 minutes? Alors, moi j'entends souvent, c'est pas une critique, mais le fait qu'on dise en 5 minutes tu peux pas tout savoir. Ce qu'il faut bien voir, c'est que 5 minutes de vidéo, moi en script, donc, parce que j'écris ma vidéo, hein, j'improvise pas quand je parle devant la caméra, c'est environ 3 pages de script. Donc imaginez-vous un article finalement de 3 pages, même si les articles c'est pas en page, mais c'est en une page, mais bref, vous voyez, c'est un article qui est assez long finalement, et finalement ce que je fais, c'est que je mets en forme ça en vidéo, et au final le contenu est très riche. Honnêtement, jamais vous retenez, je pense, tout ce que j'ai dit là en 5 minutes, parce qu'en plus le débit est très rapide, ça fait énormément d'informations, et au final on peut y voir quand même assez clair en 5 minutes. Alors après, bien sûr, je peux pas être totalement exhaustif, c'est normal, forcément je dois vulgariser et simplifier un peu les choses, mais justement, ce que je mets dans la description des vidéos, c'est des liens pour y voir plus clair, en l'occurrence là vers des médias un peu plus traditionnels, comme ça, jamais les gens vraiment sont intéressés par le sujet, c'est très bien, ils peuvent en savoir plus avec ça, quoi. Moi j'ai l'impression que tes vidéos c'est un peu comme un trousseau de clés.
qui permettent d'ouvrir des portes vers son propre avis personnel. Alors, est-ce que c'est facile de rester objectif quand on fait une vidéo pareille? C'est pas facile, enfin honnêtement c'est pas facile, et d'ailleurs j'ai eu quelques difficultés moi au lancement de ma chaîne. Alors sur certains sujets comme 21, les trucs comme ça, c'est pas dur, mais sur des sujets comme Donald Trump par exemple, j'ai fait une première vidéo sur Donald Trump en février où j'avais présenté Donald Trump, et cette vidéo, pour être honnête, je l'ai supprimée au bout de quelques mois parce que j'en étais pas du tout satisfait avec le recul, parce que je manquais totalement d'objectivité. J'avais un ton qui était un peu moqueur, un peu méprisant, et qui pour moi au final avec le recul n'était pas du tout utile pour parler de Donald Trump. C'est-à-dire que forcément moi Donald Trump, mon opinion personnelle, je l'ai et voilà, elle est assez marquée, mais j'ai refait une vidéo quelques mois après sur le programme de Trump et le programme de Clinton. Et j'ai essayé vraiment, en parlant du programme des deux candidats, de le faire avec le plus d'objectivité possible. Alors ça veut pas dire que je montre le programme de Trump et je dis voilà, après démerdez-vous, faites-vous votre avis. Je montre qu'il y a des critiques, je montre que ça fait débat, que beaucoup contestent la construction du mur, que beaucoup contestent tout un tas de choses, mais j'essaie de garder ce certain recul, parce que je pense que les jeunes, alors après on peut pas généraliser, mais ça agace beaucoup de gens. Moi je le vois dans les commentaires des vidéos, c'est toujours dans les commentaires que j'ai, c'est souvent j'aime bien ce que tu fais, parce que bon c'est sur YouTube, etc. Et j'y vois plus clair, mais en plus il n'y a pas de parti pris comme on peut l'avoir dans les médias traditionnels. Et le côté je fais un truc objectif et en réalité derrière je donne mon avis, je pense à mon avis c'est quelque chose qui plaît pas du tout aux jeunes, et donc voilà, moi j'essaie le plus possible de garder un peu de distance par rapport au sujet, et voilà, ça me semble important et ça me permet, enfin je pense que c'est ce qui est le plus efficace et le plus utile possible. Il y a quelques mois, tu t'es lancé dans un nouveau défi, à savoir interviewer tous les candidats à la présidentielle française, en l'occurrence ici Benoît Hamon. Comment ça s'est passé ça? Ça s'est passé, en fait, ça a commencé en mars-avril. J'avais fait une FAQ pour les 5000 abonnés à l'époque. FAQ, c'est foire aux questions. Ouais, ouais, pardon, une foire aux questions. Donc, je réponds aux questions des abonnés de la chaîne sur la chaîne, en fait. Et je leur avais demandé qu'est-ce que vous voulez comme live sur comme interview, pardon, sur la chaîne. Ils m'avaient tous répondu qu'ils voulaient du fond et que, au final, ils voulaient qu'on parle de fond et qu'on parle pas de people comme on peut l'avoir en France sur certaines interviews. Et donc, j'ai réfléchi durant l'été à un format. En plus de ça, Bruno Le Maire, qui était un des candidats de la primaire à droite, si vous avez suivi, m'avait contacté et m'avait dit écoute, on aime bien ce que tu fais. Si un jour tu veux interviewer Bruno Le Maire, écoute, on peut en parler. Donc pendant l'été, j'ai réfléchi à un format. J'ai abouti à ce format qui est au final assez long, qui est entre 20 et 25 minutes. On parle du programme du candidat, on essaie de voir sur les thématiques notamment de la jeunesse, comment est-ce qu'il essaie d'y répondre, qu'est-ce qui peut poser problème, etc. Le tout pour garder le côté décryptage et qui parle aux jeunes. On ajoute des éléments de texte, des citations et des bulles, une sorte de bulles explicatives des propos. L'idée, c'est d'expliquer ce qui est dit, par exemple, alors soit moi dans mes questions, soit avec les bulles, pour voilà, mais il y a des détails qui sont évoqués. Enfin, je sais pas, des fois on parle d'un décret. Qu'est-ce que c'est un décret? Voilà, mais quelqu'un ne le sait pas. On a une bulle qui explique ce que c'est. Comme ça, tout le monde a priori peut le comprendre. Donc voilà. Après, ça s'est fait. Ouais. Et quelle est la réaction des politiciens quand ils te voient débarquer à 19 ans? Alors, si jamais c'était juste les politiciens et qu'il fallait aller voir chaque candidat en personne et lui dire j'ai envie de t'interviewer, je pense que je me ferais têche et il n'y aurait aucun moyen que je les interviewe. Heureusement, ils ont en général de plus en plus des équipes de campagne qui sont assez jeunes, notamment dans la communication, et qui savent très bien que c'est un élément qui peut être intéressant pour eux, d'aller parler à des jeunes, d'aller parler du programme, En plus, on voit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui sur YouTube, c'est plus de 200 000 abonnés, c'est un truc qui a beaucoup fait parler dans les médias. Et donc, le fait d'être sur YouTube et de parler en plus aux jeunes, c'est quelque chose qui intéresse les candidats. Donc voilà. Est-ce que tu penses que ton format de vidéo, les 5 minutes, les 25 minutes pour les interviews des politiciens, c'est un format qui est diffusable en télévision? Est-ce que ce ne serait pas un peu trahir ta communauté que ça passe en télévision? Alors, je pense que les décryptages, oui, je pense, sont clairement diffusables à la télévision. D'ailleurs, en France, on a France Info qui met énormément de modules vidéo comme ça, qui marchent très très bien, où ils mettent d'ailleurs pas mal de jeunes à l'antenne comme ça. Moi, pour être honnête, depuis le lancement de ma chaîne et particulièrement depuis l'écho médiatique qu'il y a eu avec les interviews des candidats de la primaire, parce que les candidats de la présidentielle, c'est dans quelques jours qu'on les reprend. Là, c'est les candidats de la primaire. Cette écho médiatique m'a permis de rencontrer beaucoup de médias qui sont intéressés par ce que je fais, ce qui est pour moi une opportunité qui est énorme, et c'est une chance énorme parce que je suis passionné par le monde des médias. J'ai envie de bosser dans ce milieu-là plus tard, soit dans le journalisme, soit autre chose lié aux médias. Et donc, oui, il y a des médias qui sont intéressés. Je suis en contact avec pas mal d'entre eux aujourd'hui. Je devrais annoncer dans pas longtemps du tout un partenariat, peut-être. Voilà, dans quelques heures, peut-être un peu plus, mais ouais, dans vraiment pas longtemps, un partenariat avec un média qui va en gros diffuser mon contenu à la télévision dans le cadre des élections présidentielles. Ce qui est super, c'est qu'il touche pas à mon contenu, il me permet de garder ma liberté sur les choix des sujets,
sur les questions que je peux poser aux candidats, sur tous ces éléments, mais c'est diffusé à la télévision, donc c'est une audience qui est nouvelle, et en ça c'est vachement cool, ça me permet d'élargir un peu mon audience. Donc c'est clair que moi, pour moi, YouTube et ce que je fais sur ma chaîne, moi je ne vois pas comme un tremplin pour ensuite abandonner YouTube et finir sur une chaîne TV. Par contre, si jamais en plus, en complément de ma chaîne, je peux avoir mes vidéos qui sont diffusées à l'antenne ou avoir des éléments comme ça dans le cadre d'émissions, bah, c'est trop cool, et en l'occurrence, je suis pas fermé, quoi. Dernière question, Hugo, avant de passer à celle du public. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, être youtubeur, comme toi, suivi par 115 000 personnes et même plus, c'est pas plus fort qu'une carte de presse ou un média? Alors qu'une carte de presse ou d'un média, je sais pas, il faut aussi garder en tête que y a plusieurs médias qui visent plusieurs personnes. Les médias traditionnels ont aujourd'hui des audiences forcément beaucoup plus importantes que les miennes, mais ils visent aussi des personnes qui sont en général beaucoup plus âgées. La moyenne d'âge des chaînes de télé, en tout cas en France aujourd'hui, c'est de l'ordre de, il me semble, 50 ans, donc c'est pas tout à fait la même audience. Par contre, moi, ce qui est clair, c'est que le fait de m'engager sur YouTube et de lancer ma chaîne, ça a été pour moi, encore une fois, un tremplin énorme. Et je pense que c'est quelque chose, enfin, je suis sûr que là, dans le public, il y en a qui ont peut-être une idée de chaîne depuis longtemps ou qui y pensent. Enfin, moi, je le vois auprès de mes potes, il y en a beaucoup qui ont une idée depuis longtemps. Et en soi, voilà, il y a tellement de choses à faire sur YouTube, c'est quand même récent. C'est pas parce que c'est effectivement quand on commence à avoir beaucoup de youtubeurs en humour, en beauté, etc., qu'on peut plus rien faire. L'actualité, il n'y avait pas grand-chose il y a encore 1 an, 2 ans. Là, il y a des choses à faire. Il y a plein de créneaux à avoir sur tout un tas de sujets. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que forcément, ça peut être un tremplin très important et on peut avoir une audience assez importante rapidement, quoi. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Super, merci Hugo. On va peut-être passer aux questions du public. Si vous avez des questions à poser à Hugo, c'est le moment. Bonjour Hugo. Tu disais justement il y a 2 secondes qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Mais toi, ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes pour se lancer aujourd'hui sur YouTube? Bah, justement, en fait, alors j'ai pas de conseils précis parce que forcément ça dépend du créneau, ça dépend du truc. Justement, peut-être de ne pas faire ce qui se fait déjà parce que ça va être très difficile d'augmenter son audience, etc. Il y a finalement aucun intérêt, non seulement pour les gens qui sont sur YouTube, mais même pour toi parce que ça va être difficile de grandir ton projet. Moi, honnêtement, ce projet de parler d'actualité pour les jeunes, etc. Quand j'ai pensé le projet et quand j'ai fait la première vidéo, j'ai eu beaucoup de gens, y compris qui bossent sur YouTube, y compris des gens qui bossent avec des gros youtubeurs, qui me disaient mais ça marchera pas, c'est casse-gueule, sur YouTube il n'y a pas de sujet sérieux, il n'y a personne qui traite de ce genre de trucs. Faut que tu fasses, si tu fais des vidéos comme ça, faut que tu fasses des vidéos seulement sur la légalisation du cannabis, sur ce genre de sujet. Et bon, j'ai fait ma première vidéo sur la COP 21. Et ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, j'ai pas des millions d'abonnés, mais ça progresse bien. Et donc voilà, c'est pas parce que ça n'existe pas sur YouTube aujourd'hui qu'il y aura pas d'audience. Aujourd'hui, enfin, le nombre de jeunes sur YouTube, faut se rendre compte, c'est énorme. Et vraiment, il y a des gens à aller chercher sur tous les créneaux. Et puis au-delà de ça, moi, je sais que, enfin, avant Hugo Décrypte, j'avais lancé un média qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Radio Londres, qui d'ailleurs le soir d'élection avec le hashtag Radio Londres, enfin, vous connaissez sûrement ça, étant donné que vous avez peut-être suivi ça, mais moi, le fait de me lancer sur YouTube, c'était forcément compliqué parce que je suis visible, c'est un risque qu'on prend, et auprès de nos amis, auprès de tout le monde, finalement, le truc ne marche pas bien, mais faut pas attendre que le truc soit parfait pour se lancer. Moi, ma première vidéo sur la COP21 aujourd'hui, j'ose même plus la revoir. Je la trouve vraiment dégueulasse. C'est un calvaire. Et voilà, c'est juste qu'on progresse au fur et à mesure. Et pourtant, j'avais mis le maximum de moi-même quand je l'ai lancé. Mais on progresse forcément au fur et à mesure. Donc, faut pas attendre d'avoir un truc parfait pour se lancer. On a une vidéo, on pense qu'on est sur un bon créneau. On montre à quelques potes et après, on se lance, on publie le truc et après, on voit comment ça progresse. Salut. Salut. Je voulais savoir en fait si tu faisais tout toi-même ou bien si tu avais un graphiste ou quelqu'un qui fait le montage. J'ai heureusement quelqu'un qui m'aide sur tout un tas de choses parce que moi j'ai 0 compétences techniques, je ne sais pas tourner. Alors, je commence à avoir quelques compétences depuis que j'ai lancé la chaîne, mais de base je ne savais rien faire et en plus j'avais même pas le matériel. Et ça c'est quand même un autre élément important, c'est que pour ce travail-là, pour moi, c'était important d'avoir quelque chose d'incarné parce que c'est comme ça que ça se passe sur YouTube et que le caractère incarné, pour moi, était assez essentiel pour faire ce genre de choses et parler aux jeunes d'actualité. Mais pour autant, derrière, j'ai un ami à moi qui s'appelle Clément Lano, qui tourne et qui monte les vidéos, qui fait du coup un taf formidable pour qu'on ait un rendu qui est correct et qui est bon. Donc forcément, oui, moi j'ai une équipe qui est derrière. Sur les interviews,
Je bosse avec une agence qui m'aide à démarcher les candidats et tout, parce que je pourrais le faire, mais ça prend un temps fou, donc c'est assez compliqué. J'ai aussi des amis à moi avec lesquels on bosse en gros sur le programme du candidat, on cherche les questions par rapport au programme et tout. Donc voilà, il y a forcément une équipe qui s'est élargie depuis que le projet a grandi, et heureusement, enfin aujourd'hui, moi je connais aucun youtubeur qui bosse tout seul, en tout cas sur ce genre de créneaux, de vulgarisation, etc., qui bosse vraiment tout seul. Enfin, tous les youtubeurs que je connais aujourd'hui sont aidés, il y en a même qui se font coécrire leurs vidéos, c'est pas mon cas parce que je préfère garder la main là-dessus, mais sur la préparation, sur le tournage et tout, c'est mieux, même dès le début d'ailleurs, hein, de trouver une équipe. Si on n'a pas de compétences techniques, c'est pas grave, on peut trouver un ami avec lequel tourner le truc, et même on peut apprendre à monter ou à tourner. Avec un iPhone, on peut faire aujourd'hui des trucs de très bonne qualité, donc voilà. C'est vraiment accessible à tous au final. Bah clairement, en vrai, on a le matériel, puis enfin, on a un avantage quand même d'être tellement présent sur les réseaux sociaux enfin, ça peut paraître tellement banal dit comme ça, mais moi je le vois depuis que je suis en discussion avec des médias, le décalage qu'il peut y avoir avec certaines personnes dans ces milieux-là, dans les entreprises, et nous sur les réseaux sociaux, sur les connaissances qu'on a là-dessus, on a une chance qui est énorme. On est tout seul, on n'est pas une grosse structure quand on se lance, donc ça veut dire qu'on peut aller très très vite et produire notre contenu très rapidement, s'adapter, évoluer assez vite sans avoir plein de réunions et plein de trucs. Et autrement dit, on a cette force de connaître YouTube, de connaître les codes, et on n'a pas à apprendre tout ça. Et à partir de là, vraiment, enfin, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on a un avantage énorme. Il ne faut pas hésiter à se lancer, parce que là, aujourd'hui, moi, dans le cas du journalisme et des médias, il y a certains médias forcément qui aimeraient toucher les jeunes, mais parce qu'ils ne sont pas dans ce cadre-là, et qu'ils ne sont peut-être pas aussi de la même génération, ils ont plus de difficultés. Donc c'est une chance qu'on doit tous saisir dans tous les domaines, je pense. Dernière question là-bas, oui. Oui, tu parlais de... Bonjour d'abord, Hugues. Bonjour. Tu parlais de visibilité, le fait que c'est un risque. Penses-tu qu'il est possible de faire le buzz, entre guillemets, sur YouTube sans être visible et de produire du bon contenu tout en étant divertissant? Alors, je suis pas sûr de voir exactement ce que tu dis. Alors moi quand je parlais de buzz et de visibilité, c'était en fait dans des médias traditionnels. C'est-à-dire que les médias traditionnels donc télévision, radio, presse écrite, se sont intéressés à ce qui se passait sur YouTube, à ce que je faisais avec l'interview des candidats. Ça clairement, tu parles de cette dimension, il n'y en a pas besoin pour réussir sur YouTube. Moi en fait, il y a peu de youtubeurs qui se retrouvent invités sur un plateau télé ou sur un truc, parce que ça intéresse pas en général les médias et les youtubeurs humoristiques. Enfin, je veux dire, sauf les Norman Cyprien en France, ils sont pas invités sur les plateaux parce que les médias traditionnels s'en foutent. Donc clairement, il n'y a pas besoin de cette écho médiatique et de ce buzz pour se développer sur YouTube. Par contre, sur YouTube, forcément, la meilleure façon pour moi, je pense, de progresser, alors quand on débute, forcément, c'est compliqué, mais c'est de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs. Alors après, au fur et à mesure, on va pas faire directement la collaboration avec le youtubeur qui a 2 millions d'abonnés, mais voilà, chercher des collaborations avec des potes qui sont aussi youtubeurs ou qui lancent leur chaîne, s'entraider entre vous. Finalement, c'est ce qu'on fait, les gros youtubeurs en France, les Norman, Cyprien et tout. Ils se connaissent, enfin, Norman, Cyprien, je sais pas, mais les Cyprien, Hugo tout seul, etc., ils se connaissent depuis très longtemps et ils ont grandi ensemble, ils ont développé leur truc ensemble. Et voilà, c'est par cette entraide-là qu'il y a des partages d'audience qui se font et que finalement on peut se construire sur YouTube. Ce qu'elle voulait peut-être savoir, je pense, c'est en fait, est-ce qu'il est possible de se montrer, enfin, d'être connu sur YouTube sans pour autant montrer sa tête? C'est ça. Ah, pardon, d'accord, ok, j'avais pas compris. Oui, peut-être, je sais pas. C'est clairement possible, et d'ailleurs, il y a des youtubeurs qui, pendant longtemps, n'ont pas montré leur visage, l'ont montré au bout d'un moment, mais ne le montraient pas. Je pense à des youtubeurs comme Doc7 notamment, je sais pas, si certains d'entre vous connaissent, qui a plus d'1 million d'abonnés. Alors, il a fini par montrer sa tête au bout d'un an ou 2 ans, mais pendant longtemps, c'était juste une sorte de diapo d'explication de culture générale, etc. Et il s'est retrouvé à je sais plus combien de centaines de milliers d'abonnés sans montrer son visage. Donc après, forcément, jamais le truc marche vraiment. Alors, tu peux rester totalement dans l'anonymat, je suis sûr que ça existe. Mais en général, au bout d'un moment, rien que pour rencontrer les communautés, pour, je sais pas, faire des meet-up ou des trucs comme ça, genre, tu te mets à te montrer. Mais en soi, oui, tu pourrais faire une chaîne sans être visible devant la caméra. Ouais, je pense que c'est jouable et il y a des contenus à faire. Pour autant, moi, je pense que le caractère personnalisé des trucs sur YouTube, le fait de montrer son visage, de montrer qu'on est un jeune comme les abonnés de la chaîne, etc. Je pense vraiment que ça joue beaucoup sur le succès du contenu qu'on peut avoir sur YouTube, le caractère personnifié des éléments. Donc voilà, ça peut-être que ça peut être gênant du coup, jamais on ne montre pas son visage, et c'est peut-être pour ça que ces youtubeurs-là ont fini par le montrer, mais c'est pas un point qui est vraiment bloquant non plus, quoi. Quel serait ton conseil aux médias traditionnels qui travaillent avec une audience vieillissante? Quel conseil donnerais-tu aux médias traditionnels pour attirer, intéresser les jeunes? Simplement, je dirais être là où ils sont, c'est-à-dire que je suis pas forcément sûr que des groupes, alors en France par exemple comme TF1, doivent forcément mettre à l'antenne
sur des heures de grande écoute où c'est en général les personnes âgées, des émissions pour les jeunes. Alors c'est quelque chose qui peut se faire. TMC finalement avec Quotidien, donc c'est du groupe TF1 et avec Quotidien de Yann Barthès, c'est un peu ça, mais la moyenne d'âge en fait sur l'émission à l'antenne reste de, il me semble, 40 ans, donc c'est finalement assez âgé toujours. Mais sur la version replay, je pense sur le web, en l'occurrence, ils ont une audience qui est jeune. Donc je pense que c'est des groupes de télévision, donc France Télévisions, TF1, etc. Et puis il y en a aussi en Belgique évidemment, qui ont des moyens et qui ont des moyens de faire des choses de qualité sur YouTube. Et il faut faire confiance et je pense qu'il faut investir ces créneaux-là. Surtout que sur YouTube et sur Internet en général, il ne faut pas non plus des gros budgets. Enfin, moi, mes interviews, etc., ça coûterait rien à faire. Jamais une chaîne TV se mettrait à produire ce genre de choses. Donc c'est des coûts qui sont beaucoup plus bas, c'est des audiences qui peuvent être très importantes très rapidement, mais ce qu'il faut c'est du coup déjà oser franchir le pas et se dire bon oui peut-être qu'il faut aller sur YouTube pour le faire et aujourd'hui en France c'est pas trop le cas et puis au-delà de ça faut faire confiance aux jeunes qui sont dessus. C'est pas moi je vois par exemple le Monde qui fait aussi des vidéos d'explication comme ça de l'actualité qui publie des fois sur YouTube il me semble, mais c'est un journaliste du Monde et qui du coup le caractère personnifié que j'évoquais tout à l'heure, le fait de parler aux jeunes et même d'incarner le truc, d'avoir un truc bien sur YouTube, c'était pas vraiment joué à fond quoi. Et du coup l'audience de la chaîne YouTube de Le Monde est pas importante. Donc voilà, je pense qu'il faut faire confiance à ces jeunes-là, enfin à moi, mais à d'autres gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont intéressés. Et je pense que c'est une façon pour eux de développer une nouvelle audience, d'avoir éventuellement à terme une audience qui est très importante, quoi, parce que c'est déjà le cas, encore une fois, dans l'humour et dans tout un tas de domaines, quoi. Merci, on peut applaudir. Merci beaucoup. Hugo.